Le président de la République a axé sa communication sur 3 points, à savoir 1. L'an 1 de l'alternance démocratique, 2. Voyage au Vatican, au Royaume-Uni d'Angleterre et en Suisse, à Davos, 3. Position par rapport aux suites de ses propos devant la communauté congolaise à Londres. S'agissant de l'an 1 de son investiture comme président de la République, le chef de l'État a commencé par rendre grâce à Dieu qui a permis de franchir le cap de la première année de cette alternance démocratique. Il a exprimé le souhait que ce changement puisse affecter les mentalités et la qualité de vie des Congolais. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement l'intensité des défis auxquels il faut faire face dans tous les domaines. Il a cependant souligné qu'ils ne sont pas insurmontables. Il a à ce sujet indiqué que les défis façonnent les hommes. Concernant la situation socio-économique, le président de la République a dit sa détermination à combattre la pauvreté et à créer les conditions pour l'augmentation des richesses en recherchant pour ce faire les ressources appropriées. Il a indiqué que l'année 2020, décrétée année de l'action, devait voir se concrétiser sa volonté affichée de changement. Examinant les différentes séquences de son action à la tête du pays, le chef de l'État a indiqué que la première phase, allant du 24 janvier 2019 au 5 septembre 2019, était marquée par sa volonté d'impulser sans tarder, avec l'accompagnement du gouvernement sortant, les travaux d'infrastructure, notamment routes, ponts, habitat, écoles, prévus pour un montant initial de près de 400 millions de dollars américains. Ils ont été réalisés à ce jour à près de 85%. De même, le chef de l'État a indiqué qu'il a hérité d'une situation sécuritaire très tendue qui exigeait des actions urgentes. Il fallait vite pacifier le pays car sans la paix, aucun développement n'est possible. Cette première séquence a également été marquée par le retour de la RDC sur la scène internationale, comme en ont témoigné les invitations reçues par le chef de l'État de par le monde et l'afflux des investisseurs étrangers en République démocratique du Congo. La deuxième phase, allant du 6 septembre 2019 au 24 janvier 2020, est celle qui a vu l'accompagnement de son projet par le présent gouvernement. Plusieurs résultats sont à mettre à l'actif de cette période, notamment la concrétisation de la gratuité de l'enseignement primaire, la pacification d'une grande partie du pays, le retour de la coopération avec les institutions du Bretton Woods. En ce qui concerne la sécurité, le chef de l'État a souligné sa décision de restaurer la paix à l'est de la République et de faire installer à Beni l'état-major avancé de nos forces armées. Il a donné des directives et des moyens nécessaires à cet effet. Depuis, il a été constaté que notre armée est en train de récupérer les terrains jadis occupés par des miliciens. Parmi les hauts faits de l'armée, on notera l'arrestation du grand chef des milices ADF ainsi que la reprise de Madina. Le chef de l'État a rappelé qu'à ses yeux, une armée véritablement républicaine, une police professionnelle et motivée, de même que des services de sécurité bien structurés, constituent l'objectif qu'il s'assigne. Il a redit sa volonté d'honorer ceux qui ont décidé de sacrifier leur vie pour défendre la nation. Concernant la coexistence entre les communautés dans les hauts et moyens plateaux du sud Kivu, il a dit sa détermination à ne laisser personne instaurer des différences entre les Congolais dès lors qu'ils tiennent leur état de notre constitution et de nos lois. Le chef de l'État a invité les Congolais à prier pour l'unité et le progrès de leur pays.
Abordant le problème de ses récents voyages à l'étranger, le président de la République a informé les membres du gouvernement de ses séjours au Vatican, en Angleterre et en Suisse. En ce qui concerne son voyage au Saint-Siège, le président de la République a indiqué qu'il l'a effectué sur l'invitation du Saint-Père. Il a été l'occasion de la ratification de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Le pape a demandé au président de la République de transmettre ses meilleures salutations au peuple congolais. Concernant son voyage au Royaume-Uni d'Angleterre, le président de la République a indiqué qu'il y est allé participer au sommet UK Pays africains. C'était l'occasion de faire voir aux Britanniques les possibilités d'investissement en République démocratique du Congo avec l'assurance d'une prospérité mutuelle devant découler d'une coopération gagnant-gagnant. Le chef de l'État a indiqué qu'avec le Brexit et ses conséquences, la Grande-Bretagne a la possibilité de s'ouvrir à l'Afrique de manière plus audacieuse que par le passé en raison de l'immensité du marché africain et de ses atouts. Ceux de la République démocratique du Congo sont appelés à faire de notre pays un partenaire incontournable dans la sous-région. Plusieurs investissements sont attendus dans notre pays de la part des Britanniques. À Davos, en Suisse, le président de la République y est allé représenter notre pays pour sa première participation à ce grand forum économique mondial qui traitait de la crise et des aspects climatiques. Le président de la République a eu à s'exprimer sur différents sujets dont les mines, la sécurité dans le monde, l'environnement, etc., etc. S'exprimant au sujet des polémiques qui ont suivi son intervention devant la communauté congolaise à Londres, le chef de l'État a commencé par rappeler qu'il a pris l'habitude de s'adresser à la diaspora congolaise chaque fois qu'il en a eu l'occasion à l'étranger. Le président de la République a réitéré sa position selon laquelle il ne laissera personne, mais alors personne, entraver par diverses manœuvres la concrétisation de l'aspiration du peuple au changement. Il a indiqué qu'il n'hésitera donc pas à prendre ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en cas d'obstruction de son action, d'où qu'elle vienne si on l'y poussait. Le président de la République a néanmoins invité les uns et les autres à la retenue dans les propos, au respect des institutions et à la sincérité dans l'accomplissement de leur mission. Point 2, des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. État du territoire. De manière générale, un calme relatif règne sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, dans la partie est du pays, nos forces de la défense et de sécurité poursuivent la traque de groupes armés. De même, la police poursuit les opérations de lutte contre toute forme de criminalité dans le pays. L'état d'esprit de la population est caractérisé par des réactions et commentaires en sens divers à la suite de l'adresse du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres. La satisfaction suite à l'accalmie observée ces derniers jours dans le Grand Nord et au succès engrangé par les FARDC contre les ADF MTM. De même, l'accueil favorable de la ratification par le chef de l'État de l'accord cadre entre l'Église catholique et la République démocratique du Congo. S'agissant de la province du Congo central, on signale un afflux de Luozi vers Kinshasa, des adeptes de la secte Bundu Dia Congo, pour venir assister aux prétendues cérémonies de prestation de serment de M. Nemwanda Nsemi, prétendu président de la République. La police et la justice ont pris des dispositions appropriées en la matière. 2 ministres de la Défense nationale et anciens combattants. Premier point, situation sécuritaire.
Les FARDC poursuivent les opérations à l'est de la République contre les terroristes ADF, le groupe mystico-religieux Codeco en Ituri, ainsi que tous les groupes Maï-Maï réfractaires au DDR. Après la conquête de tous les grands bastions des ADF, les FARDC poursuivent les opérations de ratissage dans la forêt du Mayangosé et environ pour débusquer et neutraliser les ADF résiduels et errants. Le corps des génies militaires des FARDC est en train de procéder à la réhabilitation de la route Mbao-Kamango ainsi que d'autres routes de dessert agricole et ce à la satisfaction de la population. On note une vague de reddition dans les rangs des Nyatura et de l'APCLS dans les territoires de Rutshuru et de Massissi dans le nord Kivu. À Minembwe, les conflits communautaires meurtriers sont de plus en plus exacerbés par la présence de groupes armés locaux et étrangers et l'interférence de certains notables et hommes politiques. On y a également observé la poursuite de la défection de quelques militaires FARDC partis rejoindre la milice Ngomino. En Irumu, près d'un millier de rendus FRPI en pré-cantonnement à Geti et Azita attendent la finalisation de l'accord avec le gouvernement congolais dans le cadre du processus DDR. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises à la 17e réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020 a été adopté moyennant de petites corrections de forme. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Point 1. Vice-premier ministre, ministre du Plan, ainsi que le ministre de l'Économie nationale. Il s'agit du point relatif à l'évolution des prix sur le marché au cours du mois de janvier 2020. La situation de l'évolution des prix sur le marché a été présentée conjointement par Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, et Madame le ministre de l'Économie nationale. Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, a donné un aperçu de l'évolution des prix au niveau macroéconomique, reprenant globalement l'évolution générale des prix et du taux d'échange au cours de la période considérée. Il ressort des données collectées du 9 décembre 2019 au 18 janvier 2020 que les variations des prix observées ont entraîné une inflation qui se chiffre à 0,78% contre 0,873 de dépréciation du taux d'échange. Elle a néanmoins précisé que le taux d'échange n'est pas le seul facteur qui explique l'évolution des prix sur le marché des biens et de services, mais aussi d'autres facteurs tels que le mauvais état de route des dessertes agricoles, la saisonnalité, la rupture des stocks, les anticipations des opérateurs économiques et les conditions climatiques. Madame le ministre de l'Économie a pour sa part donné l'évolution des prix des produits de grande consommation du 9 décembre 2019 au 21 janvier 2020. Au cours de cette période, il a été observé une hausse préoccupante des prix de quelques produits de grande consommation tels que le sucre, le poulet congelé, le haricot et le maïs de graines. Pour arrêter cette tendance haussière, Madame la ministre de l'Économie, consciente du fait que la hausse des prix est la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, a préconisé des mesures conjoncturelles, mais aussi des actions de grande envergure pour relancer la production et consolider la croissance. C'est dans cette optique qu'elle a notamment convié les dirigeants de la sucrière de Koulingongo à une séance de travail le 27 janvier 2020 et les comités de suivi de produits de première nécessité à renouveler les accréditations de leurs membres en vue de la tenue de leur première réunion.
Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté les mesures préconisées par Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, ainsi que Madame le ministre de l'Économie, consécutivement à l'analyse de l'évolution des prix sur le marché pour le mois de janvier 2020. Deux ministres des Finances. Le ministre des Finances avait deux dossiers à présenter au Conseil des ministres. Le premier concernait les contraintes actuelles de l'économie congolaise et les pistes durables de solutions. Le deuxième dossier concernait le projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26 de la centrale hydroélectrique Inga 2 et le problème de financement. En ce qui concerne les contraintes actuelles de l'économie congolaise et les pistes durables de solutions, le ministre des Finances a relevé que l'économie congolaise est confrontée actuellement à deux principaux problèmes qui requièrent des solutions durables. Le premier est celui de l'exiguïté structurelle des ressources financières face aux urgences humanitaires, aux besoins sociaux et sécuritaires, ainsi qu'aux priorités de développement. Le second problème tient en l'existence de certaines externalités négatives empêchant son fonctionnement optimal. Pour ce qui est de l'exiguïté des ressources financières, celle-ci est attestée par le niveau de pression fiscale qui est l'un des plus favorables du monde, à savoir 11% contre 20% pour la moyenne africaine au sud du Sahara, avec comme conséquence un excès structurel des dépenses sur les recettes publiques. Il en découle donc un déficit structurel qui explique l'accumulation des arriérés et de retards de paiement. Pour en sortir, le président de la République a levé l'option de faire appel aux partenaires multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, option qui a permis la conclusion du programme de référence dont la première retombée favorable a été l'octroi à la République démocratique du Congo de 368 millions de dollars américains au titre de facilité de crédit rapide. Le second problème est l'existence des externalités négatives. Il s'agit des obstacles empêchant le fonctionnement normal de l'environnement où opèrent les entreprises et les hommes d'affaires, notamment le caractère peu favorable des climats des affaires et des investissements, marqué entre autres par la multiplicité des tracasseries et des taxes, des goulots d'étranglement tenant aux difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité. Face à cette structure de déficit structurel et de climat des affaires peu favorable à l'éclosion des investissements, il y a nécessité de maintenir notre coopération avec les partenaires extérieurs, Fonds monétaire international et Banque mondiale notamment, et de prendre des mesures fortes au niveau des finances publiques et à celui du fonctionnement du système économique. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé de la tenue d'une réunion la semaine prochaine sous la présidence du chef de l'État, à laquelle participeront le Premier ministre, quelques ministres du secteur, afin d'arrêter les dispositions destinées à la réflexion profonde sur les mesures pratiques à prendre par le gouvernement dans le cadre d'une réunion consacrée exclusivement à ces questions. S'agissant du projet de réhabilitation et de modernisation des groupes G23, G25 et G26, il a été reporté à la demande du ministre des Finances pour être examiné à l'occasion du prochain Conseil des ministres. 4 ministres de l'Environnement et Développement durable. Il s'agit du rapport d'émission de participation à la 25e session de la conférence des parties COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Madrid, en Espagne.
Le ministre de l'Environnement et Développement durable a fait rapport au Conseil des ministres de sa mission qu'il a effectuée du 9 au 14 décembre 2019 au segment semestriel de la 25e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conférence appelée COP25. Avec sa position de vice-président de la conférence des ministres africains de l'environnement, le ministre de l'Environnement et Développement durable a déployé un important balai diplomatique afin d'assurer la visibilité de notre pays dans le secteur de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. De ce balai diplomatique, des retombées palpables ont été enregistrées, notamment l'acceptation par l'Indonésie d'accueillir les experts congolais pour une formation sur les tourbières. Problématique très actuelle s'il en est dans notre pays. Outre l'appel aux différents pays à soumettre les contributions nationales avec la plus grande ambition possible, la COP25 a abouti à la sensibilisation de la communauté internationale sur l'attention à accorder à la République démocratique du Congo au sujet des financements auxquels elle a légitimement droit. Point 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. Ministre du Développement rural. Le ministre du Développement rural a présenté 2 projets de décret ayant déjà fait l'objet des toilettages au niveau de la commission des lois et règlements. Le premier projet concerne le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office des voies de desserte agricole en République démocratique du Congo, OVDA en sigle. Ce projet de décret a été adopté. Le second projet concerne le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national d'hydraulique rurale en République démocratique du Congo, ONHR en sigle. Ce projet a également été adopté. Commencé à 13h55, la réunion s'est terminée vers 17h40. Je vous remercie.